Le libre journal du lundi soir présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir. C'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce libre journal Vive la civilisation européenne. Nous avons beaucoup d'invités ce soir. Vous avez compris que nous avions de nombreuses chroniques qui seront assurées à distance par Raphaël et Mag. Je salue Pierre Leprince qui est dans le studio cette fois-ci pour ses chroniques musicales. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Justine Bresse autour d'un verre à qui nous donnera le loisir d'écouter ses créations théâtrales. Et enfin, Romain Maréchal, en fin d'émission, directeur d'Épopée, qui nous racontera toute l'histoire de cette nouvelle entreprise Épopée. Aujourd'hui, ce soir, je vous propose une plongée au cœur de la Hongrie, à l'occasion de la sortie d'un livre important, Comprendre la stratégie hongroise de Balázs Orbán aux éditions de la Nouvelle Librairie dans la collection Iliade. Balázs Orbán, c'est le bras droit et directeur politique de Viktor Orbán qui signe donc ce livre important. Thibaut Gibelin, qui est auditeur de la promotion d'Onique Vénère, qui a écrit déjà un livre sur Orbán, Viktor, pourquoi Viktor Orbán joue et gagne, résurgence de l'Europe centrale, nous en dira plus puisqu'il a signé la préface de cet ouvrage. Et nous avons également le grand plaisir d'avoir avec nous Henri Malos, qui est vraiment un Européen de conviction. Il a été président du Comité économique et social européen, de l'association Jean Monnet et du think tank The Vocal Europe. Aujourd'hui, il enseigne l'histoire de l'Union européenne à l'université Pasquale Paoli de Corse et à Sciences Po Paris. Merci à tous les deux d'être ici. Thibaut Gibelin, je me tourne tout d'abord vers vous. Ce Balázs Orbán, qui est inconnu en France, pourquoi il était important de le traduire ? Est-ce que c'est un livre réellement qui peut compter ? Merci Romain, merci pour cette invitation. En effet, quand on dit Orbán en France, on pense tout de suite à Viktor Orbán. Et encore, c'est pour ceux qui ont une culture politique particulière et qui connaissent la Hongrie à travers cette activité politique et pas seulement pour les bains ou autres joyeusetés de la vie hongroise. Alors, Balázs Orbán, c'est un homonyme vis-à-vis de Viktor Orbán. Ils n'ont pas de lien de parenté. Et c'est un homme en fait fort jeune. Quand on pense à une stratégie politique au niveau national, on pourrait s'attendre à ce que ce soit un général aux tempes grisonnantes qui livre en fait l'expérience d'une vie. Là, c'est différent. Balázs Orbán a 37 ans, il est né en 1986, il est juriste et politologue. Et Viktor Orbán appartient à la deuxième, voire la troisième génération de ces cadres du Fidesz. Balázs Orbán. Balázs Orbán, c'est donc un homme qui n'a pas connu quasiment l'Union soviétique, l'époque socialiste, alors que, on s'en souvient, Viktor Orbán a été un dissident. Il a fondé le Fidesz en 1988 et il a fait son premier discours fracassant en 1989, qui a contribué à l'effondrement du socialisme. Il avait 26 ans. Balázs Orbán, lui, il vient d'une famille conservatrice, marquée par l'anticommunisme et donc par une forme de dissidence, des gens qui ont persévéré, qui ne se sont pas ralliés aux vainqueurs de l'histoire, tel que le XXe siècle les avait imposés. Et il a fait une carrière donc, rapide et brillante à l'université. Et Balázs Orbán n'est pas seulement un homme politique, c'est aussi un homme qui est très investi dans la vie universitaire. Notamment le MCC. Alors voilà, Balázs Orbán est le président du conseil d'administration du Matthias Corvinus Collegium, donc MCC pour l'acronyme, et de la Ludovica, l'université du service public. Donc c'est quelqu'un qui a déjà beaucoup d'ambition pour développer la vie intellectuelle et la vie académique dans le sens d'une véritable victoire métapolitique et pour armer intellectuellement la Hongrie au XXIe siècle et faire émerger l'élite politique qui mettra en œuvre toute cette pensée, tout cet héritage, donc une vision véritablement de révolution conservatrice qu'on voit aujourd'hui se développer en Hongrie, portée par une jeune génération. Et de fait, la voix de la Hongrie porte et compte. Henri Malos, vous qui êtes un observateur actif de cette Europe que vous aimez, comment vous définiriez la place de la Hongrie aujourd'hui dans le concert des nations et en Europe ?
Écoutez, je vais juste commencer par une petite anecdote. Ma première rencontre avec Viktor Orban remonte à 2013. Ma première rencontre avec Viktor Orban remonte à 2013. Je venais juste d'être élu président de l'institution européenne, Comité économique et social, et j'avais décidé de faire le tour de tous les pays. Donc de tous les pays de l'Union européenne, il y en avait à l'époque 27 comme maintenant. Et curieusement, en 2013, il y avait un endroit où on me disait il ne faut pas aller, où personne n'allait, où aucun dirigeant européen officiel n'allait, c'était la Hongrie. Alors moi, qui a un peu l'esprit de contradiction, j'ai commencé par la Hongrie. Pourquoi déjà en 2013, alors que c'était le deuxième mandat, je crois, de Viktor Orban, mais quand il était revenu aux affaires en 2010, pourquoi était-il infréquentable? Non pas pour des raisons peut-être religieuses ou institutionnelles ou de société, mais pour des raisons économiques. Parce qu'il avait eu le culot de s'opposer à la Commission européenne de Bruxelles, qui voulait imposer à tous les pays le principe de libre établissement de toutes les grandes sociétés multinationales. Et Viktor Orban voulait protéger les petites et moyennes entreprises de son pays. Et nous avons eu un très très long entretien à ce moment-là. Il était ravi que je vienne. J'étais donc le seul président de l'institution européenne à le faire. Et je crois que depuis ce moment-là, nous nous sommes croisés. Et j'ai compris qu'en fait, contrairement à ce qui peut être dit ici ou là, Viktor Orban est un vrai Européen. Un vrai Européen, c'est-à-dire qu'il pense à la prospérité et à la stabilité des citoyens de son pays. Et pour cela, il supporte l'économie de son pays, c'est-à-dire ses petites et moyennes entreprises, ses agriculteurs, ses artisans, les salariés, les retraités. Et toutes les réformes économiques qu'il a entreprises depuis toutes ces années visent à faire effectivement de la Hongrie un pôle de stabilité. Il faut dire qu'il a, extrêmement bien gérer la crise financière de 2008, contrairement à la Grèce, alors qu'il se trouvait, après une très mauvaise gestion socialiste qui était très très bien expliquée dans le livre de Balázs Orbán, il a pu redresser la Hongrie sans s'endetter, sans faire appel, sans qu'il y ait cette horrible troïka européenne comme il y a eu en Grèce, avec des dégâts sociaux énormes, et il l'a fait par les propres moyens de l'épargne hongroise et des petites et moyennes entreprises hongroises. Donc, juste à la fin, pour répondre à votre question, je crois que la Hongrie est aujourd'hui un pôle de stabilité et de référence pour l'Europe. D'ailleurs, vous savez que la Hongrie n'est pas seule, car il y a le pacte de Visegrad, il y a cet ensemble qui aujourd'hui s'est renforcé, puisque vous avez vu que hier, Robert Fico a gagné les élections en Slovaquie, et Robert Fico, mais qu'il vienne, lui, de la gauche, mais est très proche de Viktor Orban sur beaucoup de sujets. La Pologne, qui a bientôt des élections cruciales, mais qui se situe aussi dans ce camp-là. Et on voit bien qu'autour de la Hongrie, c'est une nouvelle forme d'Europe qui s'agrège, mais qui n'est pas en opposition à ce qu'étaient les pères fondateurs, car Viktor Orban se situe bien dans la ligne des pères fondateurs, mais une Europe pragmatique, une Europe qui défend avant tout ses citoyens. Donc, Orban qui se fait connaître pour une politique patriotique finalement, voire nationaliste. Dans le livre, j'ai relevé une ou deux citations de Balázs Orbán qui dit « Une nation est l'entité la plus élevée, fondée sur des valeurs partagées par des personnes ayant la même identité ». Ça semble le bon sens le plus élémentaire. Et aujourd'hui, les héros finalement de cette définition de la nation, une définition patriotique, identitaire, sont presque montrés du doigt. Ailleurs, il dit « La protection de l'identité est devenue un devoir fondamental de l'État ». Donc finalement, c'est par réflexe patriotique qu'il se fait connaître, au moment d'ailleurs où vous l'avez connu, grâce à l'anecdote que vous nous racontez. Et aujourd'hui, il est montré du doigt pour ce patriotisme, pour cette défense de l'identité hongroise. Est-ce que c'est le seul, ou est-ce que vous pensez qu'il va être à l'avant-garde d'un basculement en Europe ? Moi, je pense qu'il est à l'avant-garde. Il est depuis un moment, et il a été pendant quelques années isolé, il faut le reconnaître, mais il l'est de moins en moins. Et en fait, moi, le message que j'aime bien faire passer, que je voudrais faire passer, c'est qu'en fait, cette avant-garde, ce n'est pas le refus de l'idée européenne. D'ailleurs, vous n'entendez nulle part parler de Viktor Orban, d'un Hungarexit ou je ne sais pas quoi. Il se considère, lui, comme l'héritier de ceux qui ont construit l'Union européenne, une Europe
une Union européenne démocrate chrétienne. Il ne faut pas oublier que le drapeau des 12 étoiles, c'est avant tout un symbole catholique, un symbole chrétien, qui a été appris, qui a été dévoyé après, mais qui a été fait par un fonctionnaire du Conseil de l'Europe dans cette perspective de signifier, de rappeler les 12 apôtres. Il ne faut pas oublier cette filiation que le premier jour où ce drapeau européen a flotté quelque part, il a été mis sur la cathédrale de Strasbourg, Donc il y a eu, peu à peu, on a dévoyé les principes de la construction européenne. Viktor Orban lui-même a été vice-président du Parti populaire européen. Il était vraiment dans cette tradition démocrate chrétienne et ensuite, sous l'influence ultralibérale de la gauche américaine, d'autres tendances politiques. Or, la démocratie chrétienne, qui, comme vous le savez, malheureusement, a quasiment disparu, moi je considère qu'il est, lui, le dernier porte-étendard de cette filiation, mais une filiation qui se réveille aujourd'hui. Juste une petite précision sur le chiffre 12, qui est vraiment au cœur de la tradition européenne. On peut penser aussi aux 12 dieux de l'Olympe. Oui. C'est pas simplement les 12 apôtres de la tradition chrétienne. Thibaut Gibelin, une réaction ? C'est en fait la boussole de Viktor Orban, c'est l'intérêt national hongrois. Pour les Hongrois, et le Fidesz particulièrement, vous n'avez pas de contradiction entre la défense de l'intérêt national et la dimension civilisationnelle. De ce point de vue-là, il y a une différence de culture avec la France qui a été à l'avant-garde avec la Révolution française d'une redéfinition du corps politique, de la nation, avec le contractualisme, et puis finalement cette civilisation à l'usage des nations qui malheureusement a dérivé au XIXe siècle vers la paix armée et les désastreux conflits mondiaux du XXe siècle. En Hongrie, la nation, c'est une unité culturelle, c'est une communauté, et elle vient, je dirais, du peuple. Elle n'est pas créée par l'État, comme c'est quand même le schéma jacobin français. Et de ce point de vue, il n'y a pas d'opposition à célébrer cette nation qui s'est imposée dans l'histoire en résistant aux écrasants empires voisins, l'Empire ottoman au XVIe et XVIIe siècle, l'absolutisme autrichien au XVIIIe et XIXe siècle. Et aujourd'hui, d'un même mouvement, c'est peut-être plus facile pour la Hongrie, mais aussi pour d'autres pays d'Europe centrale, cet Occident kidnappé que Milan Kundera évoquait dans l'essai éponyme dans les années 1980, parce que ces nations considèrent l'Europe comme le havre civilisationnel, comme cette famille de familles. Là où, en Europe occidentale, à l'initiative de la France républicaine, mais après aussi de l'Allemagne prussienne, on a eu cette approche de Gott mit uns, ou bien la civilisation française face à la barbarie allemande ou que sais-je. Et de ce point de vue, je crois qu'on a beaucoup à apprendre de la Hongrie et des pays d'Europe centrale, parce qu'ils arrivent à mettre en cheville deux notions essentielles aujourd'hui qu'on ne peut pas renvoyer dos à dos, qu'on ne peut pas exclure, qui sont à la fois la nation, qui est évidemment une échelle du politique et du culturel qui compte aujourd'hui, et la dimension européenne que nous ne pouvons pas ignorer, sur laquelle nous ne pouvons pas faire l'impasse au XXIe siècle. La dimension ethnoculturelle, on pourrait la qualifier ainsi. C'est une dimension ethnoculturelle, mais qui se déploie aux deux niveaux. Et on peut même penser qu'elle se déploie également au niveau régional, parce qu'il faut avoir en tête la taille de la Hongrie, qui est un pays de 10 millions d'habitants environ, avec un bassin des Carpates qui est les frontières historiques de la Hongrie, dans laquelle il y a 4 millions d'autres Hongrois. Mais ça implique une moindre disparité, une moindre variété culturelle. Il n'y a pas de patois hongrois différents. Le hongrois est assez unifié depuis fort longtemps. Donc on peut aisément voir à l'échelle de la Hongrie combien des régions en France ont, je pense à la Bretagne, à la Normandie, à l'Alsace, etc., aussi leur propre valeur, leur propre qualité en tant qu'entité ethnoculturelle. Viktor Orban, et je ne sais pas quelle place Balázs Orbán a pris dans ce concept assez fort de démocratie illibérale, a tenté de l'imposer, ça a fait florès, beaucoup de discussions il y a 2 ans à peu près, c'est un petit peu retombé. Est-ce que ça reste
fondamentale dans son discours et dans la Hongrie que ce concept de démocratie illibérale? Est-ce que c'est une sorte de troisième voie que la Hongrie essaye d'inventer? Je vais faire un petit rappel chronologique avant de céder la parole à Henri. C'était en 2014, quand Viktor Orban a gagné les élections encore une fois, c'est-à-dire qu'il a assuré un renouvellement à la majorité des 2/3 du Parlement hongrois, qu'il a fait un discours important en signalant que le système qu'il construit en Hongrie est une démocratie illibérale. Alors ce n'est pas le il privatif, qui priverait de liberté, c'est une démocratie en dehors des canons libéraux anglo-saxons issus des conceptions néolibérales américaines. Cette approche illibérale, elle a été mal comprise, elle n'a pas eu un écho international ensuite. Viktor Orban parle plutôt de démocratie chrétienne pour dire que c'est une démocratie qui est enracinée dans l'héritage civilisationnel européen et que d'une certaine manière, d'ailleurs il le dit ça clairement, il ne s'agit pas de dogme, il ne s'agit pas de question de foi, il s'agit de perpétuer une culture, une tradition. Et de ce point de vue-là, il essaie de remplacer quelque chose qui a disparu. Henri Malos le précisait, la fin de la démocratie chrétienne. C'est un fait. Viktor Orban s'est fait expulser du PPE, du Parti populaire européen, parce que cet ensemble de partis de centre-droit, basé sur cette tradition démocrate chrétienne, finalement, n'a plus rien à voir, n'a plus une once de religiosité chrétienne, et n'a plus cette matrice initiale qui, en effet, renvoie à l'héritage de Konrad Adenauer, de Robert Schuman et du général de Gaulle. Henri Malos, une réaction? Oui, donc je pense que pour ceux qui connaissent la Hongrie, ça va paraître une évidence, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, il se raconte tellement de mensonges sur ce pays qu'il faut bien quand même préciser les choses. Préciser les choses que la Hongrie, aujourd'hui, fonctionne selon tous les canons de la démocratie parlementaire européenne. Il y a une majorité, les élections sont tout à fait sincères et elles sont d'ailleurs vérifiées. Il n'y a jamais eu de report de fraude particulière. Il peut y avoir quelques petites fraudes ici ou là, comme il y en a partout, dans tous les pays, des États-Unis au Royaume-Uni, à la France. Beaucoup de grandes villes de la Hongrie sont gérées par l'opposition à Viktor Orban. On peut s'exprimer, il y a une liberté d'opinion, une liberté de la presse totale. Et on peut dire qu'on se sent, d'ailleurs, quand on va, et Thibault pourra le confirmer, on se sent vraiment dans un pays débarrassé de l'autoritarisme. Qu'est-ce qui fait alors qu'il soit montré du doigt ainsi ? Je pense que c'est l'attitude de Viktor Orban qui tient à défendre les intérêts de son peuple, tout en revendiquant cette filiation démocrate chrétienne, qui est une filiation tout à fait essentielle dans la construction de l'Europe. Et il s'est en fait opposé aux dérives de Bruxelles, dérives qui ont été provoquées par les lobbies des multinationales, par l'influence de la gauche américaine, par l'influence de certains courants ultralibéraux qui ont porté en matière économique pour favoriser les grandes multinationales, notamment venant des États-Unis, mais aussi d'autres, aussi françaises, allemandes et autres, par rapport aux petites et moyennes entreprises, ce qui est un véritable drame, et ce qui explique d'ailleurs la grande fragilité de l'Europe, qui, comme vous le savez, sur le plan mondial, est le continent qui perd des places, qui recule au plan économique face au reste du monde. C'est le grand malade, oui. C'est le grand malade. Alors c'est aussi l'opposition de Viktor Orban, vous le savez très bien, au courant, à l'accueil enthousiaste qui a été réservé aux migrants, non pas tellement pour des raisons humanitaires. L'humanitaire, c'est je dirais, le prétexte. La réalité, c'est que l'économie allemande, la grande industrie allemande, a poussé Angela Merkel à ouvrir ses frontières parce qu'ils pensaient qu'ils avaient besoin de bras
pour leur industrie. Et Viktor Orbán s'est opposé, non pas pour je ne sais quel racisme, parce que la Hongrie, comme d'ailleurs Balázs Orbán l'explique très bien, a été aussi à l'origine un melting pot qui s'est constitué et qui a brassé des populations d'origine certes européennes, mais même indo-européennes différentes, mais surtout parce qu'il voyait bien que le risque de déstabilisation de cette identité qui s'est forgée il y a plus de 1000 ans. Et troisième opposition, c'est cette opposition sur ces dogmes de la gauche américaine, ces dogmes wokistes, que la Commission européenne, tout d'un coup, s'est mise depuis quelques années à proclamer, alors qu'il n'y a eu aucun transfert de compétences de nos États. L'histoire de la construction européenne, ce sont des peuples souverains qui transfèrent un certain nombre de compétences parce que les choses peuvent être mieux gérées au niveau européen. Mais sur les questions de droit de la famille, sur les questions de minorités et autres, il n'y a jamais eu de transfert de compétences accepté par aucun peuple et donné à Bruxelles. De quel droit Bruxelles veut imposer une forme de société sur des questions fondamentales qui sont liées à la façon dont nous vivons. Donc en fait, Viktor Orbán s'est opposé aux grandes dérives économiques, politiques, institutionnelles et sociétales que Bruxelles, malheureusement, nous impose. C'est très clair, nous allons poursuivre et approfondir ces propos. Merci Henri Malos. Après une première pause musicale proposée par Pierre Le Prince, j'espère que vous arriverez à bien prononcer ce nom d'un groupe hongrois. Oui, alors ça, pour la prononciation, on va faire au mieux. Mais donc oui, pour coller au thème de l'émission, je vous propose de découvrir ce soir un groupe fondé par le Hongrois Tamás Katai, The Katafolk, si je prononce bien, donc, évolue à l'origine dans un registre très très métal, mais y ajoute cependant des sonorités électroniques, folk, pour proposer à l'auditeur un voyage très dépaysant, voire surprenant. Accompagné au chant par Marta Veronika Horvat, qui chante naturellement dans sa langue maternelle, j'espère que vous succomberez au charme hypnotisant de cette musique, mêlant habilement modernité et tradition. Je vous propose donc d'écouter à présent le morceau Embersolium, qui pourrait se traduire par le faucon humain dans la langue de Molière, et tiré de l'album Naïve, sorti en 2020.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Polémos est le père de toutes choses, selon Héraclite. 2 conflits ont structuré notre histoire depuis l'origine, le conflit Orient-Occident et le conflit Europe-Islam. Ce second conflit dure depuis 13 siècles. Il est redevenu majeur depuis que les musulmans ont repris leur marche vers l'ouest et le nord. Cette confrontation, il ne faut pas la nier, il faut y faire face et saluer la résistance qui se lève à l'est dans les pays du groupe de Visegrad, la Tchéquie, la Slovaquie, la Pologne et la Hongrie bien sûr. La Hongrie qui d'une certaine façon est aux avant-postes de la résistance aux grands Turcs hier et à l'invasion migratoire aujourd'hui. C'est Jean-Yves Le Gallou que les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent bien, cofondateur d'Institut Iliade, qui l'écrivait dans 21e siècle vers un nouveau cycle européen, une allocution d'un de nos derniers colloques en 2018 à la Maison de la Chimie. Donc la Hongrie, comme beaucoup de pays, s'est fondée aussi dans l'opposition et dans le conflit, Henri Malos. Oui, mais la Hongrie a été établie en tant que nation, il y a plus de 1000 ans, par et sous, je dirais, la responsabilité et l'ordre de la chrétienté. Et des églises, puisque vous savez qu'en Hongrie, il y a des catholiques et il y a des protestants. D'ailleurs, Viktor Orban lui-même est protestant, mais cette symbiose entre la chrétienté et la nation hongroise est fondamentale pour une nation qui a été fondée à l'origine, au niveau de la langue et de l'ethnie, par les Magyars qui venaient du Caucase et de la Sibérie et au-delà. Et donc c'est leur ancrage dans l'Europe qui est fondamental et leur résistance aux invasions turques, aux invasions des Huns et des Turcs après, qui formalise cet esprit, je dirais, d'identité européenne civilisationnelle. Car s'il y a un endroit, je pense, en Europe centrale et orientale, où on peut bien comprendre quelle est la nature de la civilisation européenne et ses racines, qui sont fondamentalement chrétiennes, c'est la Hongrie et les pays du groupe de Visegrad. Je voudrais ici rappeler que quand on a essayé d'imaginer, bon, c'était sans doute maladroit, mais une constitution pour l'Europe, la Pologne, la Hongrie et la plupart des pays européens souhaitaient qu'il y ait cette référence aux racines chrétiennes. Il ne faut pas oublier que c'est la France de Jacques Chirac qui s'y est opposée le plus violemment. Alors, je rejoins plusieurs questions d'auditeurs que je remercie de participer et qui rejoignent justement celles que je voulais poser à Thibaut Gibelin sur les résultats que vous avez évoqués tout à l'heure en Slovaquie. Est-ce que pour la Hongrie, donc d'un point de vue géopolitique, des alliances, des blocs, ça peut changer la donne? Et dans un second temps, dans ce conflit qui ne se trouve pas loin de la Hongrie, qui se passe en Ukraine, quelle place tente d'occuper la Hongrie? Thibaut Gibelin. La Hongrie se considère comme un pont entre l'Occident et l'Orient. C'est une situation, quelque chose qui est assez, je dirais, connu et général, puisque les Hongrois, quand ils s'établissent dans le bassin des Carpates, hésitent entre une allégeance envers Rome ou envers Constantinople. Et quand la Moscovie monte à l'est, les Hongrois sont sous le joug ottoman. Donc il va y avoir cette triangulation avec le monde germanique, qui est très pesant et dont les Hongrois essaient de repousser les immixtions. Mais avec cette je dirais, interpénétration et cette appartenance collective à la chrétienté, il y a la chrétienté d'Orient, les héritiers de Byzance que sont les Russes, et puis il y a le monde ottoman. Aujourd'hui, les Hongrois sont conscients qu'il y a un déclin européen, l'homme malade du monde, et il y a des partenariats avantageux, des ponts à construire avec l'Est. Les Hongrois ne sont pas dans une attitude prostrée et, je dirais, une opposition systématique à l'Orient, comme les Polonais le sont vis-à-vis des Russes. Et aujourd'hui, on a un conflit, en effet, la guerre fait rage en Ukraine. La première des priorités pour les Hongrois, c'est de préserver les Hongrois de Ruthénie subcarpatique, c'est-à-dire les Hongrois qui vivent dans l'Ukraine actuelle, dans une région qui fut hongroise pendant 1000 ans, et
donc en tant que citoyens ukrainiens, ces Hongrois meurent chaque jour sur le front. Ensuite, il y a un partenariat et une dépendance envers l'énergie russe qui s'est accentuée au fil des décennies. Et les Hongrois essaient de simplement multiplier leurs sources d'approvisionnement pour ne pas dépendre que des Russes. Mais il s'agit évidemment de garder les sources d'énergie les moins chères. Et donc, de ce point de vue-là, la Russie est quelque chose, est un partenaire, reste un partenaire. Et la Hongrie s'est opposée absolument à ce que les sanctions touchent le pétrole et le gaz. Enfin, il y a vis-à-vis de la Slovaquie, en effet, quelque chose de très intéressant, c'est que le Premier ministre slovaque qui est revenu au pouvoir est un social-démocrate qui était au pouvoir entre 2006 et 2010, puis entre 2012 et 2018. Et les années dans l'opposition qu'il a passées depuis 2018, il les a passées en tant que, je dirais, politicien expérimenté. Et il a capitalisé sur l'opposition aux politiques du Covid, puis au bellicisme envers l'Ukraine, la Slovaquie étant aussi limitrophe de l'Ukraine. Donc on a là Robert Fico et Viktor Orban qui sont en convergence. Voilà. Et là, ça permet d'amorcer un meilleur consensus au sein du groupe de Visegrad, et surtout dans une période où la Pologne va rencontrer des élections aussi décisives au mois d'octobre. Voilà, donc là on a une situation où Viktor Orban peut davantage peser dans le groupe de Visegrad. Il était clairement en difficulté depuis le début de l'opération spéciale russe, et où l'enjeu oriental prend plusieurs formes. Cette nouvelle donne, ça peut nous rapprocher de la paix ? Alors oui. J'aurais juste ajouté un point sur la Slovaquie. En Slovaquie, il y a une très forte minorité hongroise qui représente plus que 10% de la population. Et elle était représentée jusqu'à présent par des partis hongrois qui ont quasiment disparu, se sont divisés entre eux. Et nombre important de cette communauté hongroise de Slovaquie a voté pour le parti de Robert Fico. Donc c'est un élément de plus qui indique la complicité qui pourra exister entre Robert Fico et Viktor Orban. En ce qui concerne le conflit, ce conflit, à mon sens, fratricide, absurde, entre deux pays chrétiens et deux pays qui partagent tant. Vous savez qu'en Ukraine, un Ukrainien sur deux a de la famille en Russie, un Russe sur trois a de la famille en Ukraine. Donc vous voyez, c'est une guerre fratricide terrible, épouvantable. Je pense que Viktor Orban est celui, en Europe, je ne parle pas du reste du monde, qui peut le plus contribuer par sa sagesse à amener à un dialogue indispensable. Chaque jour qui passe, chaque jour, on perd des vies de jeunes gens inutilement. Vous savez, moi j'ai une situation particulière. J'étais le seul président d'une institution européenne à participer et à soutenir Maïdan en 2013-2014 dans le sens de rapprochement de l'Ukraine à l'Europe, mais non pas d'une fermeture vers la Russie, et dans le sens de la lutte contre la corruption. J'ai été en cela remercié par la Russie, qui m'a interdit de séjour depuis 2014. Je suis toujours interdit. J'étais malheureusement en très mauvaise compagnie parmi les 4 premiers Français, avec Bernard-Henri Lévy et Daniel Cohn-Bendit. Je ne suis pas du tout fier de cette compagnie, mais ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Mais malgré cela, et donc personne ne peut me, considérer comme un pro-russe ou un pro-Poutine, mais j'essaie de faire au mieux, d'agir pour la paix. Avec d'autres amis, nous avons organisé en février 2022, donc juste avant l'intervention russe, une rencontre entre des parlementaires russes, ukrainiens, allemands et français, dans le cadre de ce processus de Normandie, de ces accords de Minsk qui malheureusement ont volé en éclats, pour essayer de maintenir ce dialogue. Car il n'y a rien de plus absurde que d'avoir voulu écarteler les Ukrainiens entre un Ouest pro-occidental et un Est qui vit sous l'influence russe pour des raisons historiques, pour des raisons culturelles, pour des raisons linguistiques. Et dès qu'on veut ainsi interférer, c'est un peu comme si on demandait à un enfant de choisir entre son père et sa mère. L'Ukraine, c'est un peu ça, cette réalité. Et Viktor Orban, il sait très bien cela, car il connaît très bien la situation des minorités hongroises
en Transcarpathie, comme Thibaut Gibelin l'a mentionné. Et c'est depuis 1 an et demi que le président Zelensky et son gouvernement se sont mis à réduire les droits des Hongrois en Ukraine, fermer les écoles. Et tout ça dans une idée de centralisation, d'autoritarisme. Et je crois que Viktor Orbán peut effectivement, avec Robert Fico, avec d'autres, amener à ce qu'enfin ce dialogue, de toute façon le dialogue, il va falloir faire la paix un jour ou l'autre, et plus on tarde, plus des vies sont perdues. Juste avant la prochaine chronique, merci Henri Malotte, quelques messages de nos auditeurs. Vive et chaleureuse félicitations à votre illustration musicale hongroise. Vous nous redonnez avec ce morceau musical toute la fierté d'appartenir à la culture européenne, un morceau qui continue d'honorer la Hongrie. Une autre personne qui dit qu'il ne faut pas se bercer d'illusions à propos de la Hongrie d'Orbán. 10 millions de personnes dont le taux de natalité n'est pas au mieux, qu'est-ce que ça peut donner ? Les Huns ont vécu dans le bassin des Carpates 400 ans avant les Hongrois, dont ils n'ont pas pu les envahir. Avant leur christianisation, les Hongrois connaissent-ils la fonction tripartite décrite plus tard par Georges Dumézil ? Bon, vous pouvez mariner, si j'ai envie de dire, avec ces quelques questions. Et nous allons maintenant passer à la chronique suivante. Autour d'un verre, le rendez-vous poétique de Justine Bray, auditrice de la promotion Homère de l'Institut Iliade. Nous retrouvons désormais Justine autour d'un verre pour un rendez-vous poétique mensuel où elle nous partage son regard sur le monde à travers les réflexions d'un jeune couple, Frédéric et Romain. Cette semaine, elle vous propose, chers auditeurs, un texte intitulé « Le premier discours de célébration de la famille ». Quel sentiment sacré mon cœur rencontre ici, d'avoir appris hier que je portais la vie. Un étrange animal s'est logé sans un bruit, s'est accroché aux branches, en plein cœur de la nuit. Je me plais à garder pour moi cette nouvelle, comme un secret gardé qui, lourd, ne se révèle. Et ce trésor m'enivre autant qu'il me fascine. Dois-je fermer les yeux ou sonner les matines ? Romain n'est point présent. Comment lui annoncer qu'il a gagné si vite, le temps d'une journée, le poids intrusif des responsabilités. Qu'il était homme hier et que père il devient, entre ces deux statues, l'épaisseur d'un matin. Et pourtant, le voilà qui arrive, empressé, de poser ses valises, de s'asseoir au café pour compter les merveilles dont recèle le Bouddha, rivés au bleu Danube, reflétant 1000 éclats. Un tableau enivrant qui me pousse à parler. « Romain, que dites-vous d'aller nous promener ?» Ma douce, je valide cette excellente idée. Hélios est de ce jour et pourra nous guider. Les dédales des rues et des jardins boisés nous sèmeront un temps pour mieux nous retrouver. Protégés que nous sommes par Ariane et son fil. Mais je vois que vos traits se figent. Qu'y a-t-il ? Romain, arrêtons-nous, à l'ombre de l'icône, surplombant ce bassin de taureau qui trône. J'ai à vous confier des mots qui pèsent lourd, pourvu qu'à mes aveux, vous ne restiez sourds. Nous ne sommes plus seuls dans notre intimité, une semence a pris dans mon jardin sacré. Vous êtes à la source de ce champ moissonné, et 9 mois vous séparent de la paternité. Je vous vois vaciller, sans voix pétrifiée. Vous ai-je anéanti sans l'avoir désiré ? Vos yeux sans but, des larmes sont en train de perler, contournant vos fossettes avant de s'échouer. Êtes-vous bien heureux de ma révélation ? Est-ce la joie, la peur ou la sidération qui vous ôte le verbe condamnant votre action ? Mon secret prisonnier vit sa libération. Frédéric, mon cœur ne connut de secousses si vives d'un côté et de l'autre si douces. Le vertige me vient quand je quitte le sol. Je suis époustouflé par cette annonce folle. Oh ma chérie, si fière déjà d'imaginer la venue d'un enfant dans notre humble foyer. Prévoir la transmission, préparer l'avenir, m'envahit d'émotions que je ne sais point lire. Heureux je suis, comblé. Une épouse, un bébé, mon nom se perpétue ainsi que ma lignée. Nous n'avons pas fini d'évoquer la nouvelle. Notre vie se transforme, nos routines chancellent. Apprendre à vivre à 3, se mettre au diapason, pour viser l'harmonie comme unique horizon.
C'était Autour d'un verre de Justine. Merci d'avoir été à nos côtés une fois de plus, Justine. Merci Romain, on se retrouve le mois prochain. Avec plaisir. Alors, cette petite incartade théâtrale et musicale me fait penser à la politique familiale d'Orban, qui, d'une certaine façon, est assez offensive. Est-ce qu'on peut le dire comme ça, Thibaut Gibelin ? Alors, d'ailleurs, un de nos auditeurs réagissait là-dessus. Il dit oui, c'est un pays de moins de 10 millions d'habitants et la démographie ne va pas fort. Elle allait très mal au début des années 2000. Le déclin démographique a commencé depuis les années 1980, avant même la chute du socialisme. Et en 2010, quand le Fidesz revient au pouvoir avec cette large majorité constitutionnelle, on est à 1,2 enfants par femme. Les politiques familiales de Viktor Orban ont accompagné un regain démographique. Maintenant, on est à 1,6 enfants par femme. Donc ce n'est pas suffisant, puisqu'il faut 2,1 pour assurer le renouvellement de la population. Mais les politiques familiales accompagnent une courbe ascendante, et en elles-mêmes, ces politiques familiales sont les plus avantageuses, les plus volontaires d'Europe. Alors en quoi ça consiste ? Ça consiste à célébrer la famille. Ça consiste à donner les moyens à tous les parents qui veulent une famille nombreuse d'assurer la subsistance, l'aisance. Ça permet de devenir propriétaire de son logement avec un prêt qu'on ne rembourse pas du moment qu'on atteint les 3 enfants. Ça permet d'avoir un véhicule qui est adapté aux familles nombreuses. Il y a aussi cette volonté de ne pas simplement donner l'aumône à des femmes vulnérables. Le but, c'est d'encourager des familles. Donc, on n'a pas cette même approche qui, en France, finalement, permet à des mères célibataires d'être seules et d'assumer un individualisme revendiqué. Non, là, on va plutôt encourager la cellule familiale à se développer harmonieusement. Une réelle politique familiale, sans comparaison en Europe, Henri Malos, il me semble. Oui, alors à ce niveau. On peut comparer un peu avec ce que fait la Pologne. Oui. Qui a aussi une politique familiale un peu différente, mais il y a des aides pour les familles à chaque enfant qui sont assez substantielles. Et je pense que là-dessus, il y a une philosophie commune entre le gouvernement polonais et le gouvernement hongrois, avec aussi des résultats qui ont permis de stopper l'hémorragie sans toutefois arriver à des résultats brillants pour le moment. Je crois que c'est intéressant de faire un petit parallèle historique, parce que pendant longtemps, en fait, le pays qui était montré en exemple en matière de politique familiale, je parle des années 60, 50, 60, 70, c'était la France. Tout à fait. Et on l'oublie. Alors c'est vrai que nos derniers gouvernements prennent plaisir à détricoter tous les avantages d'une politique familiale qui vient du Conseil national de la résistance. Et il faut on oublie que l'origine de cette politique familiale, c'était une volonté, après la Deuxième Guerre mondiale, de favoriser la croissance du pays, de favoriser la nation française. Et nous trouvons aujourd'hui assez curieusement de voir que la gauche européenne, la Commission européenne de Bruxelles et d'autres critiquent cette politique familiale. À mot couvert, ils la critiquent parce qu'ils trouvent qu'elle est trop conservatrice, alors qu'en fait, elle reprend ce qui a, construit la reconstruction de l'Europe d'après-guerre, ce qui a fait les fameuses 30 glorieuses, le boom économique de l'Allemagne après le désastre, tous les éléments de cette politique démocrate chrétienne. Car la politique familiale, c'est vraiment, la pierre angulaire de toute politique démocrate chrétienne. Et on voit que là, c'est la Hongrie, et d'une certaine manière aussi la Pologne, qui en sont les héritières, alors que ces éléments-là ont disparu chez nous. Merci. Je reçois un nouveau mot d'encouragement à destination de Justine. Magnifique vers de Justine. C'est Laurie qui écrit « Très belles images et un enchaînement des idées tout à fait naturel. Bravo ». Voilà, vous êtes félicité. La prochaine chronique va nous permettre d'aborder un autre sujet, puisque je vais laisser la parole à distance à Raphaël Emma, qui est provençal et auditeur de la promotion
Frédéric Mistral, qui dans cette chronique va essayer de nous familiariser avec le concept de métapolitique. Je lui laisse la parole. Le concept de novlangue introduit par George Orwell dans son roman dystopique 1984 n'est pas juste une entreprise stylistique, un passe-passe littéraire visant à complexifier l'histoire qu'il a créée. À travers la novlangue, Orwell cherche à mettre le doigt sur un enjeu primordial du combat politique, la conquête des esprits et de la culture. Chercher à résumer l'aventure politique à la conquête des institutions est une terrible erreur stratégique qui condamne d'avance notre famille politique si elle venait à pousser les portes du pouvoir, à construire un château de sable, une entreprise sans lendemain. Avoir la clé des pouvoirs publics est une étape, ce n'est pas une fin, et c'est ce que l'étude de l'histoire nous démontre. Toujours dans le roman de George Orwell, la population d'Océania, vivant sous le joug d'une dictature totalitaire, n'est pas juste prisonnière d'un état policier omniprésent et versant dans la surveillance de masse. La vraie clé de sa soumission réside dans le parasitage de son esprit par la machine culturelle du régime, au point que, dans la dystopie orwellienne, à travers les novlangues, c'est le propre langage qui est manipulé par le pouvoir. L'absence de mots pour définir l'oppression dont les habitants d'Océania font les frais les enchaîne bien plus que la répression de l'État. Ce sont des chaînes invisibles, conditionnant leur imaginaire mental et leur rapport au monde. La culture est politique, on ne le dit jamais assez. Il faut l'imaginer comme un champ de bataille où des forces idéologiques s'affrontent pour conditionner les représentations esthétiques, linguistiques et morales que nous partageons dans notre quotidien. Les armes utilisées sont nombreuses. Cinéma, art, littérature, production universitaire, marketing, publicité, sport. La métapolitique n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est une superstructure qui s'impose au-dessus de la structure physique institutionnelle. La métapolitique, c'est la politique de l'imaginaire, de la morale, du rapport au monde. Par sa nature, elle surplombe l'ensemble. Conquérir les sièges du Parlement ou s'emparer de la clé du palais présidentiel est une nécessité, mais c'est inutile sans le pouvoir déterminant de la conquête des esprits. Il faut s'imaginer chaque publicité comme une arme, chaque film comme une charge contre notre imaginaire. La création n'est pas un processus neutre. Elle s'imprègne d'idéologie et infuse ensuite dans l'univers mental de notre peuple. Et dans une époque d'inversion des valeurs comme la nôtre, c'est une guerre du faux contre le vrai et du beau contre le laid qui se livre. Une nouvelle fois, c'est du Orwell. Ne laissons pas la guerre devenir la paix, la liberté devenir l'esclavage et l'ignorance devenir la force. Les adversaires de la France et de l'Europe le savent. La Chine truque les algorithmes et inonde grâce à TikTok les Occidentaux d'un contenu bête et futile, d'influencing parasitaire et des constructeurs quand elle fournit à sa propre population un contenu axé sur la productivité, les arts, le développement scientifique et individuel. La gauche, depuis les années 60, mène la bataille des arts et des universités sans aucune résistance en face, ou presque. Nous ne pouvons pas déserter les esprits. Il en va du succès de notre entreprise politique que de construire une machine de guerre culturelle, peut-être spirituelle, qui avancera en parallèle de la marche vers les institutions. Enfin, l'héritage, toujours. Il en va de la santé mentale des générations futures que de pouvoir grandir et consommer des productions culturelles saines, inculquant des valeurs positives et traditionnelles. Perdre la guerre culturelle nous condamnerait de toute façon à une efficacité politique. Nous ne pouvons pas gagner si les esprits sont acquis à l'adversaire. Simple, basique. La machine de nos adversaires tourne déjà à plein régime, depuis trop longtemps. Pour la contrer, nous aurons besoin de toutes nos forces vives, de tous nos artistes, tous nos écrivains, nos chanteurs, nos cinéastes, nos universitaires. Je terminerai simplement en vous appelant à mettre vos compétences et vos forces à la construction de cette ambitieuse entreprise. Bâtissons notre révolution culturelle. Le libre journal du lundi soir présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne. Cette métapolitique qui est bien résumée par Raphaël dans sa chronique très dynamique, est-ce qu'elle fait partie de cette stratégie hongroise que décrit Balázs Orbán ? Elle en fait partie et à vrai dire, les succès électoraux répétés du Fidesz ne seraient pas explicables, n'auraient pas été possibles sans cela. D'abord, la Hongrie s'appuie sur une culture politique propre et une culture populaire vivace. Et c'est en exploitant ces références que Viktor Orbán arrive à parler aux masses. Il a par ailleurs lui-même, c'est un garçon de la campagne, il est né en province, il a découvert l'eau courante à 16 ans, il a un rapport très démocrate, je dirais, aux gens. Il aime aller vers ses électeurs et il a réussi à articuler les moyens de l'information médiatique, etc., avec cette culture populaire. Voilà. Ça, je crois que c'est un point essentiel. Alors, techniquement, il y a d'abord la question médiatique qu'on peut évoquer brièvement. Les médias hongrois étaient de gauche, complètement à l'époque du socialisme, puisque par définition, ils dépendaient du parti unique lié à l'État socialiste. Et la sensibilité des journalistes était celle du parti
de Moscou. Et en fait, c'est assez facile de passer de l'allégeance de Moscou à l'allégeance à Washington. C'était cette même sensibilité internationaliste. Et c'est pourquoi ça a été un véritable exploit de partir de rien et de petit à petit développer des médias alternatifs. Et puis avec la prise du pouvoir, ça clairement on peut le dire, le Fidesz a appuyé le changement de ligne des médias publics. Aujourd'hui, on a, selon les différents médias, des rapports de force différents, mais pour la presse écrite, et particulièrement la presse quotidienne régionale, c'est clairement le parti d'Orban qui est mieux représenté. Pour la radio et la télévision, c'est assez équilibré en termes d'audience. Et pour Internet, c'est plutôt la classe jeune, la classe, je dirais, urbaine et donc connectée qui mène le bal. Voilà, alors je terminerai en disant que cet effort hongrois, il a un certain succès, mais la Hongrie reste quand même inféodée, prise et comprise dans ce réseau de la world culture, dans ce réseau, finalement ce rouleau compresseur qui fait de Netflix, de tous ces éléments culturels, des vecteurs considérable de normalisation et de mise au pas. Et quand vous promenez dans Budapest, l'investissement économique étant libre, vous avez les fast-food américains qui sont en très grand nombre. Et à cela, c'est ajouté la mode des kebabs, et à cela, c'est ajouté la mode des fast-food chinois. Donc la solution n'est pas du tout trouvée, mais les efforts ont permis tout de même la pérennité des succès politiques du Fidesz. Henri Malos, vous observez, en dehors du simple champ électoral que vous connaissez très bien, tous ces efforts métapolitiques ? Oui, et je pense que c'est un aspect extrêmement intéressant. Parce que la conquête des esprits, ça ne se fait pas seulement par le champ politique, ça se fait aussi par le champ associatif, par le champ ce qu'on appelle des think tanks, des cercles de réflexion, par le champ des influenceurs. Et Viktor Orban et ses collègues, ses amis l'ont très bien compris, car autour du Fidesz se sont constituées toutes sortes, une myriade d'associations, de jeunesse, de retraités, associations de société civile, et qui complètent la démarche politique de Viktor Orban et qui en font sa force. C'était d'ailleurs un peu comme ça que fonctionnait, par exemple, en Allemagne, autrefois, la démocratie chrétienne, la CDU, CSU. C'était sa force, c'était tous ces réseaux qu'ils ont peu à peu perdus, en même temps qu'ils ont perdu d'ailleurs leurs électeurs. Et il y a une ambition à laquelle j'ai l'honneur de participer, c'est de bâtir, à partir de cette réalité hongroise, qui existe aussi un petit peu en Pologne, d'organisations dites de la société civile, d'ONG, mais qui sont des ONG identitaires, des ONG patriotiques, mais travaillant dans un ensemble européen, d'essayer de bâtir en quelque sorte un contre-pouvoir à toutes les ONG internationalistes, mondialistes, dont les plus connues d'ailleurs sont celles d'un certain George Soros. Hongrois lui-même. D'origine hongroise lui-même, et qui est effectivement devenu la bête noire de Viktor Orban, non pas parce que Viktor Orban ferait une fixation, mais parce que George Soros, commandité par d'autres intérêts, a fait de Viktor Orban et du Fidesz et de la Hongrie, je dirais, sa cible prioritaire. Et c'est en fait, je dirais, dans cet esprit-là, que je crois que la conquête des esprits pourra se faire en dehors du champ limité, du champ partisan, mais par la société civile. Vous avez compris, moi je viens du milieu du comité économique et social, donc je sais de quoi il s'agit, et je crois que là aussi, cette occupation de ces scènes-là par la gauche et par des idées qui ne sont pas les nôtres, provoque aussi de gros dégâts. Et Viktor Orban l'a compris. Et chez lui, fort heureusement, en Hongrie, c'est différent. Et c'est un des succès aussi, d'ailleurs, de la méthode Orban en Hongrie, mais qu'il faudrait développer au plan européen. Oui, chers auditeurs, nous sommes aujourd'hui avec Thibaut Gibelin, Henri Malos, à l'occasion de la sortie de Comprendre la stratégie hongroise, la publication donc, de ce livre de Balázs Orbán, bras droit de Viktor Orban, aux éditions de la Nouvelle Librairie,
dans la collection Iliade. Nous allons arriver au terme de notre discussion, ce fut court et intense, mais Thibaut Gibelin, je crois qu'on peut vous retrouver dans différents médias actuellement, confrères de Radio Courtoisie. Ceci dit, pour donner envie à tous ces auditeurs, et nous avons reçu énormément de questions ce soir, malheureusement on ne peut pas tous les poser, d'acheter, de lire ce livre. Est-ce qu'il y a un petit mot de conclusion sur cette stratégie? Pourquoi ce livre est important finalement? Ce livre est important d'abord parce qu'il démontre qu'une certaine normalité n'a pas été perdue. Ce qui est aberrant, c'est qu'il n'y a pas de stratégie nationale, pas de stratégie politique dans le plus grand nombre des pays d'Europe. Que la stratégie de nos pays, malheureusement, elle est définie par des intérêts de rentabilité du capital investi à court terme, etc. Ça démontre qu'une élite politique, elle peut se reformer dans un pays alors qu'elle a été ou battue ou éclipsée. Voilà. Je crois que c'est quand même un message d'espoir important, et que même dans le pessimisme qui est assez général, je dirais, dans les forces conservatrices ou de droite en Europe, on a la preuve administrée, voilà, d'une élite qui a des succès et qui se donne les moyens de cette politique. J'aimerais aussi souligner un autre point qui me semble important, c'est que la Hongrie a réussi à développer cette stratégie même sous la férule de l'Union européenne. Donc c'est important pour ne pas prendre simplement appui sur la cause de cette férule de Bruxelles, dire qu'en fait on ne peut rien faire et réclamer une situation miracle qui serait de s'abstraire de toutes les conditions de cette pression internationale et ensuite de commencer à faire quelque chose. Comme si le Frexit... C'est le meilleur moyen de rien faire. C'est souvent une excuse pour rien faire. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a affaire à la fois à une élite politique hongroise qui défend une politique européenne alternative et qui aussi met en œuvre une politique nationale très ambitieuse. Henri Malos, il faut conclure rapidement. Oui, non, je crois que l'exemple de la Hongrie prouve qu'on peut résister aux sirènes de Bruxelles. C'est vrai qu'il y a de l'argent, mais on peut utiliser l'argent européen et s'opposer aux dérives qui sont, je le répète, contraires à l'esprit de la construction européenne. Et la grande force de Viktor Orban, c'est qu'il est l'héritier de la famille qui a constitué la construction européenne. Et c'est pour ça que Bruxelles est souvent gênée de l'attaquer, même s'il l'attaque très souvent, parce qu'il le met devant, je dirais, leur échec et devant les dérives dont ils se sont rendus coupables. Et je dirais que Viktor Orban, en gros, ce qu'il nous propose, c'est de bâtir une alliance des nations, une alliance des chrétiens en Europe, pour non pas refonder l'Europe, mais la ramener là où elle aurait dû toujours rester. Merci à vous deux pour cette discussion passionnante. Je vous invite évidemment à acheter Comprendre la stratégie hongroise à la Nouvelle Librairie, notre partenaire. Nous allons maintenant passer de la Hongrie à la France, et c'est Pierre Leprince qui, à travers une seconde chronique musicale, va nous y aider. Tout à fait, Romain. Retour en France pour ce second morceau, puisque je vous propose de découvrir cette fois le groupe Dernière Volonté. Non peu engageant, je vous l'accorde, mais derrière ce projet musical se cache le chanteur-compositeur Geoffroy Delacroix, qui évolue dans un registre proche de l'Indus avec de forts accents martiaux, mais des touches de folk, de dark wave, voire d'électropop. Les textes, quant à eux, puisent aussi bien dans la vieille chanson française que la littérature, puisqu'on trouvera au fil des écoutes un poème d'Apollinaire ou encore un texte de Drieux-La Rochelle, mis en musique avec passion. Et sans plus attendre, voici Autant des lauriers, issu de l'album Devant le miroir, sorti en 2006.
le libre journal du lundi soir présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne! Je remercie tous les auditeurs de Radio Courtoisie qui sont à l'écoute de ce libre journal du lundi soir. Vive la civilisation européenne. Nous avons reçu d'autres questions mais que nous n'allons pas pouvoir traiter faute de temps. Je lis juste donc celle de cet auditeur qui nous félicite pour ce second choix musical, donc d'écouter Dernière Volonté. Il a apprécié, Pierre Le Prince. Un plaisir. Thibaut Gibelin tout à l'heure parlait du rouleau compresseur de la world culture symbolisé par Netflix, finalement de tout ramener au même produit, quel que soit le peuple ou la nation dans laquelle on habite. Et j'ai souhaité aujourd'hui saluer une initiative qui me semble tout particulièrement intéressante pour nous, Français et Européens. C'est la création toute récente de Épopée Film. Et je reçois donc Romain Maréchal, son fondateur. Romain, bonsoir. Merci d'être avec nous. Pour l'invitation. En quelques mots, c'est une plateforme qui va réunir des vidéos, des documentaires, des films, des reportages, mais avec notre patrimoine, nos racines au centre et non pas cette world culture interchangeable. Quelques mots sur les prémices de ce projet. Pourquoi avoir voulu... Il y avait un trou, il y avait un manque ? Alors déjà, pour les auditeurs qui nous écoutent, simplement une petite introduction pour expliquer que moi je fais aussi partie de cette génération qui souhaite s'engager pour la défense de notre civilisation. Et j'ai longtemps cherché la manière de réussir à m'engager. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat m'a tendu les bras par la force des choses. Et rien de mieux, si je puis dire, qu'une plateforme de vidéo à la demande pour faire la promotion de notre patrimoine culturel. L'idée venait de là, ça partait d'un constat. Celle que la France est la première destination touristique mondiale, avec plus de 75 millions de visiteurs chaque année, et que parfois j'ai le sentiment que les Français ne réalisent pas toujours la chance qu'ils ont de vivre dans un pays aussi riche, avec une culture aussi variée, voilà, avec des racines aussi profondes. Et donc cette initiative est partie de là. Je ne viens moi-même pas de l'audiovisuel à l'origine, mais j'ai su m'entourer de professionnels passionnés qui avaient comme moi à cœur de faire rayonner la France en mêlant l'utile à l'agréable, c'est-à-dire une plateforme 100% numérique et qui fait la promotion de valeurs et des traditions qui font de la France une grande nation. Donc concrètement, les personnes qui regardent des reportages, des films, des documentaires, c'est une alternative que vous leur proposez ? Exactement, c'est vrai qu'aujourd'hui, alors comparaison n'est pas raison, puis on est face à des mastodontes, vous les avez cités précédemment, c'est-à-dire que ce qu'on voulait, c'était proposer une sorte d'alternative sur le marché du divertissement face à des formats qui, comme vous l'avez très justement dit, sont parfois décorrélés de la culture locale, décorrélés des racines, des traditions qui ont porté cette culture, et c'est exactement l'initiative qu'on porte chez Épopée. Concrètement, ça sera quel type de reportage par exemple ou de documentaire ? Alors c'est très intéressant, effectivement nous travaillons sur différents types de reportages, d'émissions culturelles, de documentaires et même d'œuvres de fiction. Il est là en fait tout l'enjeu de notre initiative, tout l'enjeu d'Épopée, c'est de réussir à proposer un contenu innovant au travers de la production de qualité, parce qu'il faut faire la différence avec ce qui existe déjà sur YouTube, et nous avons d'ores et déjà réussi grâce à des entrepreneurs qui ont rejoint l'aventure, à produire 4 programmes originaux, donc des programmes qui font la promotion de la culture française. Alors, pour faire rapidement, nous avons Parole d'experts qui, au travers l'aventure de différents experts au sein de Draw, donc de la vente aux enchères, nous font vivre la grande histoire de France à travers des anecdotes qui entourent des objets emblématiques. Ça, c'est pour un de nos programmes. On a également l'Odyssée du vin, où Joseph, un des cofondateurs du Canot français, Joseph, donc un des cofondateurs du Canot français, part à la découverte du savoir-faire des artisans vignerons et de ce qui fait en fait de cette facette l'une des facettes les plus abouties de notre civilisation. En réalité, le vin est un liant formidable. Et d'ailleurs, on découvre aussi des producteurs locaux. On va visiter des cathédrales, etc. Comment le vin, en fait, est le liant de cette civilisation française. Ça, c'est pour un de nos autres formats. On a également un format qui s'appelle Panthéon des héros, qui met en avant le récit d'un épisode de l'histoire de France et à travers ce récit, les héros français qui ont brillé par leur bravoure et leur courage et leur intelligence aussi bien souvent et enfin donc ça c'était pour Panthéon des héros et enfin on a un dernier
programme qui s'appelle Ceux qui font la France, qui est un reportage en immersion. C'est une jeune reporter, Carla, parisienne, qui a voulu partir avec son équipe aux quatre coins de la France, découvrir des traditions locales. Et le premier épisode a lieu au Cadre Noir de Saumur. Et après, évidemment, chaque épisode découvre une tradition locale et donc les gens qui la font vivre. Voilà, c'est surtout ça qu'on a voulu mettre en avant. Ce sont ces Français qui font vivre des traditions de toujours. Avec donc une originalité qu'il faut quand même souligner et que tout le monde prenne bien conscience, c'est que vous produisez. Voilà, vous ne vous contentez pas, comme on peut le voir sur certaines plateformes ou sur certains réseaux Internet, de cumuler, de récupérer des programmes, d'ailleurs pas toujours de qualité. Là, vous vous dites, le meilleur moyen de valoriser notre patrimoine français, c'est de produire des spectacles, finalement, des documentaires, des reportages, des fictions de qualité. Mais ça coûte très cher. Exactement, c'est là en fait tout l'aspect ambitieux du projet, toute l'innovation en réalité, parce que l'origine du projet c'était de créer une plateforme qui réunit différents contenus de divertissement, et en fin de compte on s'est rendu compte que la meilleure manière de coller à notre ligne éditoriale, c'est finalement de produire nous-mêmes. Et quelle est la valeur ajoutée de proposer un catalogue qui est finalement déjà disponible ailleurs ? Vous tapez n'importe quel grand film français sur internet, vous avez 3, 4, 5 plateformes VOD qui vous la proposent. Or nous, justement, ce sera du contenu 100% fait maison et 100% réalisé par des passionnés. Et donc, si on prend l'exemple, par exemple, du Cadre Noir de Saumur, qui est un sujet effectivement passionnant, je comprends tout à fait que vous ayez commencé par ça. Il y a déjà eu des reportages sur le Cadre Noir de Saumur. Donc, sur Épopée, quelle va être la valeur ajoutée ? La valeur ajoutée, c'est justement la manière dont on va poser les questions, la manière dont on va aborder le sujet, parce que comme le titre de l'émission l'indique, c'est Ceux qui font la France. Donc en fait, on va vraiment au fond de ressenti des personnes qui portent ce projet, de ces passionnés en fait de cet univers. Ça, c'est la première chose. Puis deuxième chose, il y a le fait de, en fin de compte, être le binôme de Carla lors de la découverte de ces traditions locales. Il y a un côté immersif. Exactement. Voilà. Et donc le programme de tournage est chargé. Est-ce que les auditeurs de Radio Courtoisie, d'ailleurs peut-être qu'ils peuvent, il nous reste quelques minutes, peuvent faire des suggestions parce qu'ils ont ici, c'est la maison de la France aussi, Radio Courtoisie. Tout le monde a cette France à cœur, donc je pense que tout le monde est quand même assez content de découvrir cette initiative. On peut vous faire des propositions de producteurs à rencontrer, d'endroits à visiter ? Tout à fait, et d'ailleurs je vous remercie à nouveau pour cette invitation, parce que je sais que ça concerne totalement les centres d'intérêt de vos auditeurs. Effectivement, ici présente est Alix, donc notre responsable des réseaux sociaux, et notre des relations, si je puis dire, avec nos abonnés et toute personne intéressée par le projet. Nous avons déjà reçu énormément de candidatures spontanées, d'ailleurs ça nous fait chaud au cœur. On a beaucoup d'abonnés qui nous ont rejoints, une dynamique qui est derrière nous, et bien évidemment nous lisons tous les messages, nous répondons à tous les commentaires, nous lisons tous les emails, et nous avons déjà eu, pas plus tard que cet après-midi, une rencontre avec une société d'animation avec laquelle nous sommes en train de travailler sur des dessins animés. Très bien, donc ça serait une cinquième forme. Oui, mais il y en aura plein d'autres, mais pour vous illustrer justement le fait que... La dynamique s'installe. Exactement, et puis surtout que, évidemment, que nous sommes à l'écoute de toute proposition. L'univers, l'aventure commence maintenant en réalité. C'est ça, on est au début. Alors, je vais quand même rappeler et épeler le site internet epopefilms.com, epopefilms.com. Vous trouverez toutes ces informations sur le site de Radio Courtoisie ou sur les réseaux de l'Institut Iliade. Nous continuerons à en faire la publicité. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cette plateforme, donc qui produit des documentaires, des fictions, des reportages, l'abonnement est payant avec différents niveaux finalement d'abonnement. Est-ce qu'on peut avoir quelques mots là-dessus ? Exactement. Comme vous en doutez, la qualité a un prix. Vous avez très justement fait remarquer que l'audiovisuel, c'est quelque chose qui peut très vite coûter cher parce qu'en fait, il y a énormément d'intervenants sur un tournage, on ne se rend pas forcément compte, énormément de techniciens, étalonneurs, ingé son, monteurs, cadreurs, etc. Et donc, évidemment, si on veut réussir à être à la hauteur de nos ambitions, il faut qu'on ait un investissement aussi de la part des gens qui suivent cette initiative, qui l'attendent depuis longtemps, parce qu'évidemment, elle n'est pas née spontanément, cette idée, elle a été nourrie par énormément de discussions et d'échanges. Et donc, vous pouvez dès à présent participer à la campagne de préfinancement. Vous trouverez toutes les informations sur notre site, effectivement, epopefilm.com. Et donc, vous verrez qu'il y a différentes offres qui sont disponibles pour ceux qui souhaitent soutenir cette initiative. Voilà, qui est une entreprise commerciale qui comble ce vide de
sous-production enracinée en France, et à la fois un acte d'une certaine façon militant, parce que vous avez envie de servir votre pays. Est-ce que militant, c'est trop fort peut-être comme mot? C'est un projet de réaffirmation de l'âme française. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Indépendamment de toute idéologie, notre initiative vise à mettre en avant les valeurs et les traditions qui ont fait de la France une grande nation. C'est aussi simple que ça. Bon, écoutez, les auditeurs de Radio Courtoisie, si vous avez cette âme française, ce cœur français, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est d'aller sur epopéfilm.com. Peut-être un dernier mot, puisqu'il va nous rester, je regarde la régie, il nous reste 1 minute, pour donner envie aux gens de découvrir Épopée Film, de s'abonner, donc de soutenir, puisqu'on est en plein lancement. Exactement, effectivement, je fais appel, merci d'ailleurs pour l'invitation, à tous ceux qui voudraient participer à cette initiative. Je pense qu'on l'a attendu depuis longtemps, une fois de plus, comme je vous le disais, ça faisait longtemps qu'on en parlait, et maintenant nous sommes là, nous comptons y rester durablement, mais nous pourrons le faire que grâce à votre participation active. Merci Romain Maréchal. Alors je réponds à un auditeur qui a beaucoup aimé la première pause musicale, donc je vais répéter le nom du groupe, ou Ti Catafalque. L'album c'est Naïve et le morceau c'est Amber Solion, EMBERSOLYOM. Voilà, une petite précision apportée. Il me reste quelques secondes pour vous dire que toute l'actualité de l'Institut Iliade est facile à trouver sur institut-iliade.com. Il y a un prochain rendez-vous qui est donné chez nos partenaires de la nouvelle librairie, donc rue Médicis, la semaine prochaine, cette semaine, jeudi, autour de Julien Gracq. Je vous avais annoncé, puisque je sais que parmi les auditeurs de Radio Courtoisie, il y en a beaucoup qui font partie des 1500 spectateurs du colloque annuel de l'Institut Iliade, que la date de ce grand colloque, qui est vraiment un moment le plus fort peut-être de la droite intellectuelle en France, à la Maison de la Chimie, aura lieu le 6 avril 2024. Je vous invite vraiment à bloquer cette date. La billetterie va ouvrir au courant du mois. Et puis voilà, je voulais remercier vraiment votre fidélité. Je voulais remercier nos invités, Thibaut Gibelin, Henri Malos, Romain Maréchal, Justine Bresse et Pierre Le Prince, et évidemment Raphaël Emma, qui parle un petit peu vite quand même. Un petit peu trop vite, Raphaël. Là, tu as eu quelques réprimandes de certains auditeurs. On va ralentir le rythme, nous sommes à votre écoute et nous vous souhaitons une excellente soirée. Vous venez d'entendre le libre journal du lundi soir, dirigé successivement par Pierre-Alexandre Bouclet puis par Romain Petitjean, diffusé en direct sur Radio Courtoisie lundi 2 octobre 2023 de 18h à 21h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.